Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Il faut sauver Andrew. Chapitre 20. L'impasse. La panique s'était emparée d'Isénac. Alors que Talbot et Carmin étaient partis libérer Cornelius et Camélia, les Rockwelliens, conduits par le général Railway, avaient commencé à faire une percée dans la couronne de roche. La couronne de roche, c'était le nom donné aux montagnes qui entouraient la célèbre cité-État. La couronne était le rempart naturel qui avait protégé la cité des invasions extérieures des siècles durant, lui apportant sécurité et prospérité. Un rempart naturel qui avait permis à Isénac de rapidement devenir la capitale de l'Alliance autonome lorsque la guerre avec l'Empire de Rockwell avait fini par éclater. Qu'un ennemi parvienne à percer la montagne, c'était l'annonce de quelque chose de terrible. Une nouvelle effroyable, annonciatrice de bien des malheurs. Il n'y avait que deux moyens d'envahir Isénac. Soit en passant par Porte-Fleuve, le tunnel reliant la cité au reste du continent, un espace bien gardé et doté d'énormes portes pouvant être fermées en quelques minutes, soit en s'adonnant à une séance d'alpinisme. Il fallait pour cela que les armées ennemies gravissent la montagne et passent par les sommets, où les attendait une immense muraille bardée de canons. Outre une progression à découvert, dans un milieu ne permettant pas de faire avancer des troupes de manière efficace, les fous qui avaient osé gravir la couronne avaient été expulsés à coups de canon. Certains chants assez connus des gens de l'Alliance narraient l'histoire du général Boissard, le Rockwellien qui était monté avec ses hommes avant qu'un canon ne les expulse. Il a monté sur la couronne tout en haut, c'était un beau jour, il faisait beau, ses soldats lui filaient le train, il gravissait le bel écrin, mais il eut une grande méprise, ou plutôt une jolie surprise, quand ils firent face à nos canons, nos boulets leur trouèrent le fion, et le pauvre général Boissard fut vite contraint au départ. À ce qu'on a ri, les Rockwelliens sont des pourris. Derrière cette chanson rigolote, il y avait une réalité bien plus tragique. Toute la défense d'Isénac reposait sur le fait de repousser des ennemis se situant en dehors des murs de la cité. Dès lors que des hommes en armes se retrouvaient de l'autre côté de la couronne, ce serait un véritable carnage. Railway le savait très bien. Le général, qui observait ses troupes pénétrer dans les tunnels creusés à l'aide du passe-partout magique, se félicitait d'avance de la facilité avec laquelle ils allaient prendre la cité. D'abord, nous sécuriserons la sortie du tunnel. Ensuite, nous mettrons en place un couloir jusqu'au Parlement et nous prendrons la Chambre. Je suis certain qu'à l'heure actuelle, les députés pro-Rockwell gagnent du terrain. Je constate que vous n'êtes pas en première ligne, commenta le généralissime Rotarmin d'un ton moqueur. Je préfère rester à l'arrière pour faire une arrivée triomphante une fois que nos troupes auront tout nettoyé. Nous défilerons sur la grande place et ferons flotter le drapeau de l'Empire sur le palais d'Isénac. Sur ces mots, le généralissime regarda sa montre à gousset. Bon, mon cher Railway, je vous félicite. En ce qui me concerne, j'ai affaire à Imperia. Vous ne restez pas, monsieur, répondit Railway, quelque peu déçu de voir le numéro 2 du régime s'en aller. Mes appétences militaires me poussent à vouloir rester. Mais mon rang implique des responsabilités politiques supérieures. Nous devons préparer l'après. Le sort d'Isénac ne se décidera pas ici, Railway, mais dans une grande pièce, à des centaines de kilomètres de là. Une pièce où je dois siéger aux côtés de l'empereur. Sur ces mots, un homme vêtu de noir s'approcha de Railway. C'était un propriétaire de porte. Il était au service de l'Empire. Ce dernier invoqua son artefact et l'ouvrit, avant de s'engouffrer à l'intérieur sans dire le moindre mot. « Je suis fier de vous, Railway, » lança Rotarmin d'un ton paternaliste. « Nous nous reverrons bientôt. Peut-être même dans cette grande pièce, qui sait. » Sur ces paroles, il referma la porte magique derrière lui et il disparut. Railway était un homme intelligent. Les flatteries de Rotarmin n'avaient fait que l'énerver. Il sentait le vent tourner et il voyait déjà son supérieur manœuvrer pour s'attirer tout le mérite de l'opération.
Il ordonna à ses hommes d'accélérer la cadence. Il voulait prendre la ville le plus rapidement possible pour empêcher Rotarmin de prendre le contrôle du narratif. Comme le tunnel avait tendance à se refermer si le passe-partout en était trop éloigné, une partie des hommes avait troqué leurs fusils contre des planches de bois qu'ils utilisaient pour consolider la structure. À chaque fois que le tunnel progressait de quelques mètres, une file indienne de soldats faisait remonter des planches vers l'avant, et leurs camarades de tête s'empressaient de les déposer, de sorte à ce que la terre et la roche restent à leur place. Toujours enfermés dans leur cage, Andrew, Tassier, Bloom, Talion, Oswald et Albedius assistaient de loin à la scène, inquiets pour le sort d'Isénac. « Que va-t-il arriver à tous ces pauvres gens ?» demanda Tassier. « Ravioli, ravioli !» lança Oswald. « Je doute qu'on les transforme en raviolis », plaisanta l'inspecteur. Talion reprit. « Leur sort va dans un premier temps dépendre du général Railway. Puis il sera assez vite écarté par la haute hiérarchie impériale. Je doute qu'ils rasent Isénac. À mon avis, ils vont l'annexer. C'est un endroit des plus stratégiques. »« Vous pensez à une occupation ?» demanda Albedius. « C'est le plus probable, selon moi, » reprit Talion. « L'Empire va vouloir humilier l'Alliance. S'ajoute à cela que prendre des milliers de vies en otage leur évitera d'avoir affaire à des poches de résistance externe. » La discussion fut interrompue lorsque 2 soldats arrivèrent devant les cages. Ils avaient été chargés de veiller sur les précieux captifs de Railway. L'un était plutôt âgé et avait de la bouteille. Le second avait un visage juvénile. Il ne devait pas avoir plus de 16 ou 17 ans. Dire qu'on nous affecte à la surveillance de ces prisonniers alors que nous pourrions être couverts de gloire en étant parmi les premiers à sortir du tunnel. Ne sois pas si enjoué, mon petit. Les premiers à arriver en zone hostile sont les premiers à se faire descendre. J'ai vu ça à plusieurs reprises sur le front. Des jeunes qui, comme toi, sortaient de leur cachette les premiers en pensant donner l'exemple. Ils se croyaient valeureux, mais tout ce qui les attendait de l'autre côté, c'était la mort. Si tu veux vivre, suis mon exemple. Accepte toutes les petites missions, même les plus anodines, si elles t'éloignent des points chauds. Et à l'inverse, si elles t'en rapprochent, laisse donc ta place aux têtes brûlées. Il y en a un paquet qui semble pressé de mourir. Laisse-les donc faire. « De sages paroles !» répondit Albedius depuis sa cage. « Ça vient avec l'expérience. » répondit le vieux soldat, agréablement surpris de voir les prisonniers réagir. « Vous n'avez pas trop froid, ça va ?»« Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» demanda Bloom. « Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans le même camp qu'on ne peut pas rester civilisé, non ?» Vous ne devriez pas parler aux prisonniers comme ça, sergent, répondit la jeune recrue. « Je vais te donner un second conseil, mon petit. Quand tu fais face à des gens qui ne représentent pas une menace, tu n'as aucune raison d'être désagréable. Il y a plusieurs manières de faire le boulot, c'est sûr. Mais t'as pas idée du nombre de fois où mes fesses ont été sauvées parce qu'un ennemi pensait comme moi. » Le vieux soldat ne pensait pas si bien dire. Alors qu'il terminait sa phrase, le commissaire, qui avait apprécié ses paroles, remarqua qu'un point rouge venait d'apparaître sur la tête du militaire. Un point rouge, typique du genre de fusil à lunettes qu'utilisait généralement Alias. Tassier prit la parole. « Messieurs, ça va vous paraître bizarre, mais pour votre survie, je vous recommande de lever les bras. »« Et puis quoi encore ?» demanda le jeune militaire en frappant contre la cage avec sa crosse. « D'où est-ce que tu nous donnes des ordres, hein ?» Le vieux soldat, lui, se contenta de lever les mains. Le point rouge se déplaça vers la tête du plus jeune. « Tu ne perds rien à lever les bras, première classe. »« Eh, baisse les bras, sale traître! Espèce de trouillard, va !» ajouta le jeune soldat. « Lève les bras, c'est un ordre !» reprit le sergent. « Plutôt crever !» répondit le jeune homme. C'est alors qu'une détonation retentit. S'ensuivirent quelques instants de silence, et la tête de la jeune recrue fut percée de part en part. Le première classe s'effondra dans une mare de sang. Le vieux soldat lâcha alors d'un air désabusé. « Plutôt crevé, hein ?» Bientôt, depuis l'arrière de la tente qui faisait face aux cages, on put voir un soldat projeté dans les airs et atterrir quelques mètres plus loin, avant d'être rejoint par une immense créature qui s'avançait vers lui d'un pas lourd. « Pitié !»
lança-t-il à la grande bête à cornes qui venait de le frapper. Talbot, lui, passa devant et se dirigea vers les cages. Un vieux lit me s'exclama Oswald. Le vieux soldat, comprenant très bien la situation, tendit un trousseau de clés au taurin, qui le récupéra en tendant la paume de son énorme main. Je vous remercie pour votre collaboration. Vous avez fait le bon choix, soldat. Est-ce que je peux partir? Demanda-t-il. Vous pourrez, mais attendez que nous ne soyons plus là. Répondit Talbot, en ouvrant la cage d'Andrew, tandis que derrière lui arrivaient 2 vieillards en toge. Je t'avais bien dit qu'il fallait prendre à droite après cette tente, s'exclama Camélia. Tu avais raison, ma chère. Ton trajet était bien plus optimisé que le mien. Répondit Cornelius. Cornelius! Camélia! S'exclama Andrew, en reprenant du poil de la bête. Mais alors que Talbot faisait sortir tout le monde des cages, le général Railway arriva en compagnie d'un groupe de soldats. Tiens donc, monsieur Talbot Féral, lança-t-il d'une voix calme. C'est terminé, Railway, répondit le taurin. Rendez-vous et vous aurez le droit à un procès équitable. Me rendre? Mais enfin, je n'ai aucune raison de me rendre. Le général rockwellien affichait son habituel petit sourire en coin. Le genre de sourire qu'il affichait lorsqu'il avait un coup d'avance. Sans faire preuve de la moindre once de stress, il sortit de sa poche une cigarette qu'il alluma. Il tira dessus, sortit sa montre à gousset et reprit calmement. Il ne devrait plus tarder maintenant. C'est alors qu'à quelques centimètres de lui, une porte jaillit du sol, provoquant une stupeur générale. Railway souffla la fumée de sa cigarette au visage des marmottanais et la porte s'ouvrit. Talbot serra les poings. C'est alors que de la porte sortirent un Dokipa vêtu de noir et le colonel Schneider. Le premier tenait dans ses bras une cage, le second tenait contre lui une petite fille. « Par tous les dieux, non! Lily !» s'exclama Albedius. « Oh non, Rico !» s'exclama Andrew, désemparé face à son ami à plumes, qui était visiblement dans un sale état. Railway sourit. « Eh bien, il semblerait, chers amis, que nous soyons dans une impasse. » Découvrez la suite de cette histoire en vous rendant sur Tellington. Le lien est dans la description.